Michel Leclerc n'est pas le moins du monde le gérant d'un supermarché du 7e art. La vie très privée de M. Sim n'est que son 4e long métrage. Mais pour le grand public, notre homme est d'abord celui à qui l'on doit Le Nom des gens, son second opus. Le film qui le propulsa tout en haut du box-office et lui fit faire le tour du monde. Il faut dire que Le Nom des gens est un petit bijou, un miracle de drôlerie et de légèreté qui traite de sujets qui d'ordinaire font grincer des dents. Un film sur l'identité, notion élastique s'il en est, qui s'invite depuis quelque temps de plus en plus souvent dans le débat public. Mais le succès du film s'est révélé un rien amer pour son auteur. Cet essai sur la famille et sur l'amour des siens ayant été de peu suivi par la mort de ses parents. Michel Leclerc en a conçu un certain désarroi, on le comprend. Sans doute ce flottement se retrouve-t-il dans Monsieur Sim, même si le cinéaste conserve intact son humour, plus que jamais politesse du désespoir, confirmant une nouvelle fois qu'il n'est pas un fan de Woody Allen par hasard. La vie très privée de M. Sim est celle d'un homme en pleine crise, appelé à faire le bilan sans concession d'une vie qui comporte plus de failles que de réussites. Mais il le fait sans aigreur, comme un naufragé au milieu de la tempête qui n'a d'autre choix que d'affronter son destin. Notre empathie lui est évidemment acquise, d'autant que c'est Jean-Pierre Bacri, assurément au sommet de son art, qui lui prête ses traits. Nul mieux que lui n'aurait supporté cette fantaisie dépressive à son incandescence. N'ayant pas peur des mots, le film est une réussite majeure, de toute évidence l'un des plus beaux de cette fin de saison. Le film est adapté d'un roman de Jonathan Coe, un livre plein de questions sur le sens de la vie. Les autres films de Michel Leclerc étaient basés sur des scénarios originaux, mais notre homme s'est retrouvé totalement dans la peau de ce personnage en perdition. On ne fait pas un film par hasard, auquel on consacre plusieurs années de sa vie, et celui-ci en porte l'évidence. Leclerc a rencontré Coe et l'a persuadé qu'il devait lui concéder les droits d'adaptation, ce qui fut fait. Comme quoi la solitude est aussi un bon moyen de se trouver. Le livre de Coe date de 2007, l'année où le romancier s'était acheté une voiture avec un GPS. Vous savez, ce système de géolocalisation qui permet en permanence de savoir où l'on est. Eh bien, Monsieur Sim possède lui aussi une voiture avec GPS et il sait pertinemment où il est, tout en étant totalement à la dérive. Petite contradiction de notre ère moderne et numérique. Michel Leclerc reconnaît avoir mieux respecté l'esprit du roman que la lettre, modifiant le poids des différents personnages, le profil de leurs relations. Il a dans la foulée réduit quelque peu le rôle du GPS. Il est des privautés que l'écrit se permet, qui pourraient être perçues autrement une fois portées à l'écran. Le cinéaste est resté en contact avec le romancier en lui donnant à lire le scénario avant le tournage, en l'invitant même à le voir dès le montage terminé. Coe a visiblement aimé le film, mais il a tiqué sur une scène pourtant présente dans le roman où Sim se fait plus dur qu'il n'est, d'ordinaire. Il a convaincu le signataire du film de la couper. La violence des images est sans doute plus grande que celle des mots et notre empathie pour le personnage n'aurait peut-être été affectée. Il est néanmoins une vraie différence entre le roman et le film. Sim affiche à l'origine 48 ans. Jean-Pierre Bacri en avait 15 de plus au moment du tournage. Or, il est évident que les perspectives professionnelles et les élans humains, pour ne pas dire ceux du cœur, ne sont pas les mêmes une fois passée la soixantaine, ce qui donne du poids à l'histoire et accentue le côté mélancolique du personnage. Un caractère sans doute compensé par l'immédiate empathie que nous avons pour Jean-Pierre Bacri, qui n'a pas besoin de scènes d'exposition pour imposer son image, ancrée depuis longtemps dans nos inconscients, et par la capacité de Michel Leclerc à chausser ses lunettes d'humoriste pour mieux regarder le monde. Certaines scènes franchement comiques ponctuent la dérive de Sim qui, au départ, a pris la route pour placer des brosses à dents révolutionnaires chez les dentistes de province. L'apothéose de toute une vie, on en conviendra. Michel Leclerc est clair. Son film a évidemment un aspect métaphorique. La géographie est aussi celle des âmes. Et le cinéaste de reconnaître que ces films ont en commun de mettre en scène des personnages en apesanteur qui peinent à trouver leur marque, leur place dans le monde. Sans doute une façon subtile de dire que lui-même a le sentiment de ne pas savoir exactement quelle est la sienne dans le monde du cinéma. Ce qui ne veut pas dire que le cinéaste soit inactif, au contraire. C'est d'ailleurs la deuxième fois en moins d'un trimestre que son nom est au générique d'un film à l'affiche. Il avait en effet, il y a peu, co-signé le scénario du premier long-métrage de Baya Kasmi, sa compagne, sa muse, sa moitié, son double.
Je suis à vous tout de suite, labourait manifestement les terres du nom des gens, et nous nous en étions régalés. Le scénario de M. Sim a également été écrit à quatre mains, même si le film tourne d'abord autour d'un personnage masculin. Nous ne chercherons pas à savoir qui a fait quoi, un scénario est toujours la résultante d'une alchimie complexe, mais nous ne pouvons qu'adorer l'épaisseur du spleen de Sim lorsqu'il se frotte à des situations qui prêtent à sourire, voire davantage. L'humour de Leclerc nous enchante, y compris quand il se fait noir, très noir. La scène initiale de l'avion, que nous nous garderons bien sûr de spoiler, comme on dit dans la langue de Molière, mais peut-on spoiler sans se poiler ? Cette scène, donc, est d'anthologie. Les admirateurs de Bacri diront sans doute qu'il se retrouve ici en terrain connu, le comédien ayant assez souvent, très souvent, à défendre des personnages bougons en délicatesse avec autrui. La nouveauté est ici qu'il incarne un dépressif ouvert aux autres, curieux de tout. Il affiche une candeur qui ne lui est pas habituelle et nous aimons sa fragilité, sa part d'enfance, qui sont aussi un peu les nôtres. La vie très privée de M. Sim est également un road movie, un genre qui s'avère de plus en plus populaire de ce côté-ci de l'Atlantique et qui a entre autres avantage celui de permettre de croiser différents individus au fur et à mesure de la progression géographique du personnage principal qui se double naturellement d'un cheminement mental. Il est évident que c'est en prenant littéralement des routes de traverse, des chemins buissonniers que Sim s'affranchit des contraintes d'une vie trop cadrée et sans doute très décevante. Selon la formule consacrée, il se perd pour mieux se retrouver. Qui n'a pas eu le désir à un moment donné de cesser d'écouter le GPS des obligations sociales pour laisser parler sa petite voix intérieure ? Il est clair que les moyens de communication modernes, Facebook et téléphone à pomme, nous rivent un peu plus dans une solitude paradoxale. Et Michel Leclerc d'appeler à l'insurrection. Il y a quelque chose de l'an 01 dans son film, quand les utopies étaient vivantes et que l'on nous invitait à faire un pas de côté pour voir le monde autrement. Dès lors, la fascination du personnage interprété par Matthew Amalric, personnage secondaire mais essentiel pour la figure de Donald Crowhurst, est comme une métaphore. Donald Crowhurst, c'est ce navigateur britannique qui en 1968 a participé à la course du Golden Globe en mentant sur sa position, en falsifiant ses livres de bord. Il n'y avait pas de GPS à l'époque et la tromperie a fonctionné. Jusqu'au jour où Crowhurst s'est retrouvé artificiellement et officiellement en tête de la course et qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'avouer l'incroyable subterfuge ou alors de se perdre volontairement en mer. À jamais. Ce qu'il a fait. Christian de Challonge lui a consacré un film dans les années 80, Les 40e Rugissants, avec Jacques Perrin dans le rôle principal. Le même Jacques Perrin serait d'ailleurs, dit-on, sur le point de produire un autre film sur le même sujet, avec Colin Firth dans la peau du navigateur. L'histoire de Crowhurst n'est pas une gâterie à demi utile dans le film, elle permet d'élargir le champ, de sortir du cadre géographique et de procurer à M. Sim des occasions de rêver. Il y a d'ailleurs dans le parcours de Sim une ouverture. Les premiers paysages qu'il traverse sont laids, périphéries des villes où se pressent centres commerciaux, concessionnaires automobiles et fast-food. Mais peu à peu, l'horizon s'éclaircit jusqu'à la scène finale, sans doute fantasmée, sur une plage éclaboussée de soleil. Le tournage a naturellement été le reflet de la structure du film. Il s'est déroulé sur plusieurs saisons. L'équipe traversant le pays de part en part, quitte à troquer à la dernière minute l'Auvergne, vierge de neige en hiver, pour le Vercors. Bon, on l'aura compris, La vie privée de M. Sim est un film magnifique. Bon, le sujet est sans doute très grave, mais le traitement est baigné de cette fantaisie qui est à Michel Leclerc comme une seconde peau. Le cinéaste le proclame d'ailleurs. On peut rire de la mort, de la dépression. On peut cajoler l'absurde quand le personnage perd les pédales et se met à faire des choses étranges. Bon, le film est cruel, mais il n'est jamais méchant, encore moins cynique. La description du malheur est évidemment affaire de regard. Celui de Michel Leclerc est empreint de bienveillance. Il ne se place pas à la verticale de ses personnages. Au contraire, il se fait caressant quand il le faut. Et tout à coup, cette tragédie d'un homme ordinaire devient un superbe feel-good movie. Sim, François Sim. Comme la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois. Ah oui?
Ouais. Gabriel m'a dit que t'étais un excellent vendeur. Et voilà la merveille. Tête détachable. Tu veux essayer? Ah ouais. Oh là. Ah ouais. 4 vendeurs partent aux 4 coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première Il sortie. faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. Je peux t'appeler Emmanuel? La brosse en poil de sanglier. Et alors, je vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents? Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est mon école. C'est là que j'ai connu Ouija. Oh, tu l'aurais vu à 18 ans. Oh. Tu te souviens de ces vacances? Ça te plairait que je t'offre une brosse à dents? Vous faites quoi dans la boîte? On m'occupe de la vente. Continuez 5 km. Vous êtes colporteur, quoi. Colporteur, vous parlez du musicien. Pardon? Ne dites pas que vous connaissez pas Colporteur. Calcul en cours. Mais en cours et ferme-la, connasse. Vous avez connu la solitude, vous? La vraie? Non, non. Pas spécialement. C'est ça que j'aime bien chez toi. Tu me juges pas. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort. Pas du tout, on était en pleine discussion, il va Monsieur. très bien. Monsieur, Vous croyez que c'est en rapport avec ce que je lui racontais? Oui, parce que ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Mais oui, mais ça vient pas de nulle part, comme expression, hein, oui.